deux inspecteurs de l'inspection générale des finances disent avoir été interpellés hier. L'un a été détenu quelques heures par la police avant d'être libéré. L'autre, l'inspecteur général lui-même, affirme avoir été auditionné par les services du conseiller spécial en matière de sécurité du cabinet présidentiel, François Beya. D'après son avocat, son audition aurait même eu lieu dans le bureau du conseiller spécial lui-même, dans la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Si ces deux hommes auraient été auditionnés, ce serait à cause de deux enquêtes de l'inspection des finances. La première qui porte sur les 15 millions dus aux sociétés pétrolières, mais réquisitionnés par le directeur de cabinet du président Tshisekedi. La seconde enquête, plus large, demandée par l'ANR sur la gestion des comptes de l'État depuis l'investiture du nouveau chef d'État. L'inspecteur général Victor Batoubanga dit même avoir été menacé. On l'écoute. Il y a eu même des menaces concernant mon intégrité, celle de ma famille, de mes enfants. Qui a formulé ces menaces contre vous? C'est un des collaborateurs du conseil spécial. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont venus à l'inspection générale des finances avec 4 types de policiers. Ils ont pratiquement molesté même quelques personnes sur place. Ils ont amené aussi un des inspecteurs qui était sur le terrain. Je suis vraiment étonné de voir que les choses se passent de cette manière. Vous avez l'impression de gêner ou que le travail que vous avez fait dérange? Le collaborateur dont j'ai parlé tantôt là m'a dit que mon travail dérangeait. Déranger qui? Ça, moi, je ne sais pas. Hein. Déranger peut-être les autorités. Vous allez continuer à faire votre travail aujourd'hui, Victor Batoubanga? Ce service dépend directement du chef de l'État. Malheureusement, tout ceci est arrivé pendant qu'il était absent. Je pense que je pourrais m'adresser à lui pour qu'il puisse quand même prendre toutes les dispositions pour que et moi et tous mes collaborateurs, nous puissions travailler en toute sécurité. Dès son retour, je vais chercher à le rencontrer. Victor Batoubanga, des propos recueillis par Pierre Firsion. Dans l'entourage du président Tshisekedi, on indique deux choses. D'une part, vouloir également attendre le retour du chef de l'État du Japon pour commenter ces deux auditions. Et d'autre part, à propos de cette rumeur sur ce document qui circule en ligne, cette lettre attribuée à Vital Kamerhe qui demanderait l'arrêt de ces enquêtes, l'entourage du président Tshisekedi affirme aussi que c'est un faux document. Enfin, la police reconnaît avoir interpellé l'autre inspecteur de l'inspection des finances. D'après le général Silvano Kasongo, son audition à lui a tourné autour de la confidentialité des enquêtes que mène cette inspection. Le message, Maître Georges Kapeba, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire cet honneur d'être sur le plateau de kiosque ce matin. Merci. Vous, particulièrement, on va parler de cette procédure que vous avez engagée contre particulièrement le directeur de cabinet du chef de l'État, M. Vital Kamerhe. Alors, c'est parti par rapport à ces rapports de l'inspecteur général des finances sur les pertes et manques à gagner des sociétés pétrolières. Au moins, on parle de 15 millions de dollars américains qui seraient, en tout cas, bon, on ne sait pas les destinations, c'est vrai, à ce niveau-là, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous reprochez finalement à Vital Kamerhe? Bon, je crois qu'il faut nuancer. Nous n'avons pas de reproches particuliers contre le directeur des cabinets par rapport à ces 15 millions de dollars. Par contre, nous sommes fortement inquiétés de certains actes qui ont été posés contre le travail des inspecteurs des finances, notamment la lettre qui avait été signée par lui, vous vous rappelez, c'était jeudi de la semaine passée. Et dans cette lettre, nous avons constaté qu'il demandait ou donnait injonction aux inspecteurs de pouvoir arrêter l'exercice de leur mission qui leur était demandé par l'ANR. Et donc cela nous a beaucoup inquiétés. Et samedi, comme aussi par hasard, deux inspecteurs ont été arrêtés. Deux autres membres de l'équipe qui menait la mission ont échappé belle à leur bureau de l'arrestation et nous nous étions tous mobilisés pour faire pression sur les autorités jusqu'à obtenir la libération de ces inspecteurs, même s'il est vrai que hier lundi, deux autres ont été encore auditionnés. Mais nous avons eu par la suite une réunion avec plusieurs personnalités, notamment et tous, et nous leur avons exprimé notre désapprobation face à ces harcèlements contre des gens, des citoyens qui font leur travail et qui le font dans l'intérêt de la bonne gouvernance. Donc, nous avons obtenu d'eux que ces entraves allaient être enlevées
pour laisser les inspecteurs continuer à faire leur travail. Mais par la suite, nous avons aussi appris qu'il y aurait eu des inquiétudes soulevées par la FEC contre les inspecteurs, mais nous avons, nous, déjà répliqué en disant qu'il s'agit tout simplement d'une sorte de manipulation. Parce que ça ne peut pas se justifier qu'au moment où on harcèle les inspecteurs par rapport à l'enquête sur le décaissement des fonds publics, que la FEC puisse aussi s'y mêler. Et de toutes les manières, nous ne trouvons pas la démarche de la FEC être fondée, parce que si la FEC a des inquiétudes, des plaintes contre les inspecteurs, la FEC n'a qu'à les soumettre au parquet général près la Cour de cassation, et ces inquiétudes ne doivent pas être adressées aux autorités politiques parce que ça traduit un trafic d'influence. Très bien dit. Donc la démarche sur la demande de pouvoir démissionner, que Vital Kamerhe démissionne, Oui, nous l'avions effectivement demandé depuis samedi, compte tenu de la situation, la dégradation de la situation sécuritaire des inspecteurs. Parce que vous avez suivi que même l'inspecteur en chef lui-même a témoigné, et ça il m'avait déjà rapporté le samedi, avoir fait l'objet de menaces personnelles, des menaces même proférées contre les membres de sa famille, contre ses collaborateurs. Donc nous avons trouvé ça inacceptable dans un état de droit, et surtout que ça puisse venir du cercle de personnes sur qui pèse aujourd'hui, où il y a aujourd'hui des attentes de la population pour la construction d'un état de droit en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous avions pensé qu'il fallait en tout cas demander sa démission, qu'il se mette à l'écart, qu'il laisse la justice continuer à faire son enquête. Mais par la suite, on a échangé. Nous nous sommes dit que, quelle que soit la gravité de l'accusation, il bénéficie aussi de la présomption d'innocence, et par conséquent, tout en insistant sur le fait que ceux qui sont cités de manière directe ou indirecte ne doivent plus interférer sur les cours de ce dossier. Là, vous avez obtenu des garanties. Hein. Bien sûr, nous avons obtenu des garanties. Il a semblé comme nous allons continuer à surveiller. Voilà, il a semblé être comme un acharnement contre Vital Kamerhe, alors que le rapport de l'IGF identifie au moins 3 personnalités en termes de responsabilité, en termes de ces 15 millions de dollars. Il y a les ministres de l'économie qui est cité, il y a les directeurs de cabinet, certes, il y a aussi les conseillers chargés de questions financières et le secrétaire général à l'économie. Mais là, on ne parle pas aussi. Oui, c'est aussi une des questions que nous avons soulevées, parce que les informations et les éléments que nous avons à notre possession établissent que les conseillers financiers avaient été interpellés, arrêtés, mis en détention, mais il y a eu énormément de pression à caractère politique sur la justice pour qu'il soit libéré. C'est comme ça qu'il a été libéré tard la nuit vers 3 h du matin, sous cautionnement. Et nous avons demandé, nous allons continuer à demander auprès du procureur général près la Cour de cassation que l'enquête se poursuive, que tous ceux qui sont cités d'une manière ou d'une autre dans ces dossiers puissent être interpellés, et que ces dossiers soient envoyés rapidement devant les juges compétents. Parce qu'il n'est pas normal qu'on puisse accepter que des individus puissent utiliser leur position officielle pour prendre beaucoup d'argent comme ça, 15 millions. C'est beaucoup d'argent, et surtout que c'était de l'argent, il faut que les gens retiennent, que les 100 millions de dollars, ce ne sont pas les 100 millions qui sont sortis directement du compte de trésor, ce sont les 100 millions que l'État congolais a emprunté auprès de 2 banques pour payer la créance d'une partie de sa dette vis-à-vis des sociétés pétrolières. Et cette dette que l'État a contractée va être remboursée dans 24 mois avec intérêt. Mais on ne peut pas, au moment où on s'engage dans un prêt avec intérêt, et faire disparaître une partie importante comme ça, c'est inacceptable. 15%, nous continuons à considérer qu'il s'agit, eux appellent ça des cotes. Nous disons que c'est une remise de dette, et que la remise devait automatiquement profiter au trésor public, de sorte que ces 15 millions auraient dû être logés sur les comptes généraux du trésor, au lieu d'être canalisés vers un compte d'un groupe, d'une structure qui en réalité n'existe pas. Parce qu'on parle de comité de suivi. Le comité de suivi, c'est une structure pratiquement qui n'existe pas. Mais, et puis, dans ces comités de suivi, et là, je voudrais quand même mentionner aussi quelque chose. Dans les comités de suivi, il y a même des entreprises pétrolières
Et il nous semble, et nous continuons avec nos enquêtes, que certains représentants de ces sociétés se seraient mêlés aussi au partage de cet argent. Nous les mettons vraiment en garde. Parce que ce sont des entreprises, pour la plupart, qui sont des multinationales, qui ont des sièges dans l'espace l'OCDE. Et ils savent très bien que l'OCDE est très strict en ce qui concerne les actes de corruption. Et nous allons, sur ces 15 millions, puissent être contraints à les rembourser au compte du Trésor public. Voilà, très bien, Maître Job Kapemba, merci beaucoup d'être venu pour nous donner cet éclairage. D'ailleurs, son cabinet, j'ai vu Edmond voulait dédouaner Kabila, Kamere ici. On était avec vous ici, on a fait des débats. Kamere n'a pas commencé aujourd'hui. Il a fait signer les marchés des grèves à la présidence de l'État. Société qui a créé le 8 août 2018 des millions de dollars en réalité des opérations retour. Je prends l'exemple. On a parlé de faits concrets. Non, mais les faits concrets, mais c'est ce que j'ai dit. En réalité, ce sont des faits concrets. Comment vous voulez les donner aussi? C'est le rapport de l'IGF présentement. Mais il y a des causes, ce n'est que la continuité dans ces œuvres. Vous voyez? Moi, je pense que si Tshisekedi réussit aujourd'hui à combattre la corruption, nous pouvons arriver peut-être à stabiliser la vie de nos concitoyens. Parce que les montants que les politiciens nous prennent des fois me dépassent 15 millions de dollars. Donc, je ne vous dis pas 15 millions de dollars. Donc, on cite 4 noms. Et pourquoi, quand on cite l'argent de notre caméra, il ne manque pas dedans? Tout ce qui est très l'argent, quand même, d'autres dedans. C'est très dangereux. Moi, je vis, les budgets, Michel, pour avoir un budget conséquent. Nous devons combattre la corruption. Si on combat la corruption, il n'y aura pas de budget conséquent. Et nous devons lutter et citer les noms, même par leurs noms, afin qu'ils soient découragés. Si on peut canaliser, ne fût-ce que ces moyens, nous avons des budgets conséquents. Parce que moi, je me pose la question, du temps de Kabila, on a vu le pêcheur qui est à la recherche des infractions, mais il ne fait absolument rien. Kabila a reconnu à nous amener nous Zolobambi. Et aujourd'hui, et même ce gouvernement, d'abord je me pose la question, quand vous avez le ministre de la Justice, il est du FCC. Vous attendez à quoi? Alors, sur le plan sécuritaire, il présentera son projet de gouvernement. C'est le même nom qui était avec Kabila, je crois, qui nous a dit encore qu'il présente son projet aujourd'hui. Je vais citer. D'ailleurs, en lisant le rapport, le projet de gouvernement que j'ai vu dans les réseaux sociaux, si vous lisez le rapport de Matata 1, c'est du copier-coller. Parce que c'était le rapport concernant les pertes et les manques à gagner dus aux sociétés pétrolières. Et là, on cite par exemple, il y a le ministre de l'économie et le président du comité de suivi, il y a le directeur du cabinet du chef de l'État en date du 10 mai 2019. Le directeur du cabinet du chef de l'État avait par sa lettre numéro 0957/05/2019 demandé au directeur général à la Robank de virer le montant de la décote dans le compte, donc on donne une compte, comité de suivi, programme, barre PR, au lieu du compte utilisé habituellement par le comité de suivi de prix de produits pétroliers pour de fonds. Et le fonds est évalué à plus ou moins 14 777 000 $ américains retirés au profit du comité de suivi des prix de produits pétroliers. C'est quand même important de rappeler, je crois que tu vois, John, vous commencez ou voilà, John Ungila, vous prenez la parole. C'est quand même scandaleux, hein, ces rapports. Mais la suite, c'est que l'interpellation de l'inspecteur général qui, justement, fait ses rapports sur base de la réquisition de l'Agence nationale de renseignement, concernant le dossier de l'audit de différents ministères, en tout cas datant de l'investiture de Félix Tshisekedi, et aussi par rapport à ces rapports, notamment sur les manques à gagner et les pertes pour aux sociétés pétrolières. Mais quand on interpelle un inspecteur général qui dépend de la présidence, certes, mais parce qu'il fait son travail. Bon, tu sais, Michel, c'est un dossier sale. Nous avons commencé, je crois il y a un mois, à relever un certain nombre de choses déplorables qui se passent à la présidence de la République. Vous savez ce qu'on a dit de nous. Aujourd'hui, nous voici encore devant un autre cas. Bon, moi je pense que d'abord il y a eu une confusion. On a vu une lettre signée par le directeur de cabinet, le président Vital, je crois le 24 juillet, adressée au ministère des Finances interdisant cette mission d'audit.
Mais il est quand même curieux de savoir, de constater le week-end que la mission commence le travail et les inspecteurs sont au travail. Ça veut dire que le message du cabinet du président de la République qui a démenti pratiquement, parlait de fake news pour cette lettre, avec la situation qu'on a vécue le samedi, on est tenté de dire que ce n'était pas un faux document, c'était un vrai document. Parce qu'effectivement, on a empêché aux inspecteurs de travailler. On a même arrêté, il y a eu des arrestations illégales et tout le monde l'a constaté. Je pense qu'aujourd'hui, Michel, quand on parle d'auditer les ministères, mais il y a déjà un ministère qui en souffre depuis un certain moment. Je pense que le chef de l'État n'est pas impliqué dans tout ce qui se passe actuellement. Parce qu'il faut constater aussi l'indifférence de Félix Tshisekedi dans tout ça. Son silence inquiète à un certain niveau. Ce qui s'est passé le samedi, ça vient affaiblir pratiquement cet élan de lutter contre la corruption, contre les détournements. Ça vient affaiblir. Ce n'est pas une démarche qui vient en soutien à la volonté du chef de l'État. Nous avons voulu faire qu'il s'émixe dans des affaires. Vous allez dire encore que Félix devient dictateur, qu'il s'émixe partout. Donc il laisse faire les travaux. Il n'était même pas là. Oui. Bon, le problème, ce n'est pas d'être présent ou absent. Mais le problème, c'est de constater ce qui se passe. Nous avons dit lutter contre la corruption et le détournement. Quand le chef de l'État dit, son directeur de cabinet vient contredire. Et on ne sait pas comprendre, on ne sait pas avancer avec cet élan. Et le silence du chef de l'État inquiète. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on va relever peut-être pendant l'émission. Vous avez cité un ministre de la Santé ici, dont on a interdit Oli Lunga consort. Mais il y a beaucoup de choses, peut-être que je vais y revenir plus tard. Je pense qu'il faut continuer un peu le Joël Tadé, les problèmes, c'est qu'il y a beaucoup de cas, depuis l'investiture de Félix Tshisekedi, il y a eu beaucoup de dossiers, en tout cas, dans lesquels on cite, les noms qui reviennent à chaque fois, c'est Vital Kamerhe. Et lorsque l'on revient, généralement, c'est une question d'argent. Est-ce que cela ne met pas en difficulté, comme l'a dit tout à l'heure John Lungila, le président de la République, qui donne une certaine impulsion en termes de bonne gouvernance, et que dans son propre cabinet, et surtout son directeur de cabinet, puisse être trompé dans les histoires d'argent, comme ça. Et donc, ça sent une volonté de nuire, une volonté d'acharnement vis-à-vis du nom que vous citez. Le fait de rapport, en fait. Mais le problème, c'est qu'il faut condamner une chose. Le Félix Antoine Tshisekedi a prôné l'état de droit, la lutte contre l'impunité. Mais également, ce qu'il y a également à condamner, c'est qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Vous avez prôné l'état de droit, mais laissez que les enquêtes soient menées. Pourquoi vous adonnez-vous à obstruer à une investigation si celle-là doit établir les responsabilités? Parce que cet argent, on en a besoin. Parce que si les pétroliers, au Katanga par exemple, en tout cas, ils sont dans la fraude la plus globale, ils sont dans les exonérations, dans beaucoup d'histoires. Vous allez vous rendre compte que le carburant coûte moins cher à Lubumbashi qu'ici, alors que les pétroliers d'ici bénéficient de cette rente. Donc je ne voudrais pas... Bon, John était séduisant, très à l'histoire de la République. Apparemment, les directeurs de cabinet aiment beaucoup les millions de dollars. Vous vous rappelez encore de millions de dollars, les 32 millions de SNEL à l'époque avec Évariste Beauchamp. Alors, il était directeur de cabinet. Aujourd'hui, on parle de Kamerhe, 15 millions de dollars. Apparemment, les DIRCAB aiment beaucoup les millions de dollars. Je ne veux pas partager cette affirmation. Mais en fait, on revient sur, parce que c'est cité dans le rapport. Justement, voilà. C'est une affirmation que je viens d'entendre de vous. C'est aussi une observation, parce que ce sont des faits qui ont été dénoncés. Mais Beauchamp avait démissionné. Hein, il y a deux aspects importants qu'il faut souligner dans ce dossier de l'inspection générale des finances. Il y a ce dossier de 15 millions destinés aux pétroliers, et puis il y a également une enquête qui a été menée sur demande de l'Agence nationale des renseignements. J'ai suivi l'IGF sur un média français, tout en soulignant que les médias français ne gèrent pas le pays. Donc ce n'est pas là-bas qu'on va faire des dénonciations. Venez même à CCTV ici, on peut vous suivre. Il y a un problème. Il aurait été interpellé. Il ne nous a pas dit quelles sont les questions qui lui ont été posées sur le fond. Il a reconnu qu'il est placé sous l'autorité du président de la République. Mais parce qu'il est placé sous l'autorité du président de la République, qui était en déplacement, il a dit de ses propres propos qu'il attendait le retour de Félix Tshisekedi pour lui en parler. La question que je me pose, l'enquête qu'il demande, qu'ils ont menée sur demande de l'ANER tire sa source de quel texte? Est-ce que c'était le président de la République qui l'a demandé, l'autorité de qui il dépend,
ou bien il est passé par l'entremise de son directeur de cabinet, quel est le texte qui l'autorise à se soumettre à une demande de l'Agence nationale de renseignement? Ça, c'est la première question. Deuxième question, concernant les 15 millions. Les traces sont claires. Il semble qu'il y a une banque privée. J'ai suivi même là-bas. Et cette banque privée ne traite pas avec des inconnus. C'est-à-dire qu'il y a eu une demande claire qui a été formulée pour qu'on ouvre ce compte. Qu'on pose la question, qui a fait cela? Est-ce que c'est le ministre ayant en charge de l'économie ou bien les finances? Il faut qu'on pose la question et ce serait une piste. Ce que nous souhaitons dans ce dossier, c'est qu'on doit dédramatiser les choses. Le conseil spécial François Beya est un professionnel de la sécurité de renommée internationale. Donc, lorsqu'il autorise l'ouverture d'une telle enquête, ce n'est pas innocent. Donc, je trouve un peu l'inspecteur général des finances dans une démarche de diabolisation, dans une démarche de victimisation. Il se victimise. Il doit nous dire exactement. Depuis tous ces temps, il n'y a jamais eu ce genre de cas. Pourquoi ce contrôle se fait aujourd'hui? Est-ce que c'est le président qui l'a demandé? En 2019 qu'on parle de l'IGF. Placé, depuis 18 le Kabila, on a parlé de l'IGF. Il est placé sous l'autorité du président de la République. J'aurais bien voulu comprendre que ces deux démarches sont menées à la demande de l'autorité de qui il dépend. Donc, on doit éviter le matuvisme. Merci beaucoup. Demain, on aura Maître Georges Kapiamba qui sera là pour donner beaucoup plus d'éclairage à ces niveaux-là. Merci. Je lis les questions d'abord. Bonjour, qu'est-ce que j'ai deux... Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.